Abordons maintenant le chapitre 2, échantillonnage d'un signal analogique. Diapo 2.1, introduction à l'échantillonnage. Soit à préciser la position du problème et la démarche que nous allons suivre au sein du chapitre 2. Il s'agit de passer d'un signal à temps continu, signal analogique, XA de t, représenté ici, à un signal à temps discret, Xn, qu'on appelle aussi le signal échantillonné. C'est quoi le signal échantillonné? Eh bien, c'est la suite Xn, représentée par les points x0, x1, x2, x3, xn, suite xn, des valeurs prises par le signal xa de t aux instants multiples d'une durée fixe, TE, appelée la période d'échantillonnage. On voit donc sur le dessin ici les valeurs successives xn du signal échantillonné, représentées par les points bleus, là, x0, x1, x2, x3, xn. Aux instants, valeurs prises, aux instants d'échantillonnage, Tn égale NTE, donc 0, TE, 2TE, 3TE, etc., NT. La question fondamentale est celle de la conservation de l'information. C'est-à-dire, peut-on retrouver le signal XA de t, signal analogique, à partir uniquement de la connaissance de ces échantillons, c'est-à-dire de la suite xn. Donc des points x0, x1, x2, x3, etc., xn. A priori, non. On voit bien qu'il passe par ces points-là une infinité différente, une infinité de signaux XA de t différents. Donc il semble qu'on ne puisse pas représenter le signal XA de t uniquement par ces échantillons. Eh bien, ce que nous allons voir, c'est que la réponse est en fait oui, moyennant certaines conditions. Et pour ça, nous allons suivre l'approche suivante. Nous allons d'abord représenter le signal temporel, le signal échantillonné temporel, c'est-à-dire la suite xn, par une équation mathématique, ce qui va conduire à introduire l'impulsion de Dirac, un train d'impulsion de Dirac. Ensuite, on passera du domaine temporel au domaine spectral après un certain nombre de rappels mathématiques dont on aura besoin. Et c'est à partir de cette représentation spectrale, de ce spectre, qu'on va pouvoir préciser les conditions de reconstruction du signal d'origine XA de t à partir de ces échantillons. Donc, diapositive 2.2, modélisons le signal échantillonné et pour ça, comme on l'a annoncé, introduisons la notation symbolique de Dirac. On va définir ce qu'on appelle une impulsion de Dirac, delta t, alors qui en toute rigueur n'est pas une fonction au sens mathématique du terme, mais une distribution, qu'on devrait dire la distribution de Dirac delta t. On va la définir comme la limite lorsque tau tend vers 0, d'une impulsion I indice tau de t, de durée tau, largeur tau, ici représentée entre moins tau sur 2 et plus tau sur 2, et de hauteur, de valeur, amplitude, 1 sur tau, de sorte que l'air qui se trouve ici situé sous l'impulsion est une aire unité. Alors on modélise cette distribution delta t par le fait que delta t est égal à 0 partout, sauf pour t égale 0, et par le fait que l'air qui se trouve en dessous de la fonction est égal à 1, c'est-à-dire somme de moins l'infini à plus l'infini de delta t dt égale 1. Alors, combien vaut delta t pour t égale 0 ? On peut dire que ça vaut 1. Mais normalement, par passage à la limite, ça vaut l'infini et ça a une largeur infiniment
faible. C'est pour ça qu'on représente l'impulsion de Dirac par une flèche, donc quelque chose qui n'a pas de largeur, et dont la hauteur est symboliquement 1. Et cette flèche, elle est placée en t égale 0. C'est donc la représentation de la fonction, ou plutôt de la distribution delta t. Principale propriété de delta t, il y en a deux qu'il faut citer parce qu'on va en avoir besoin. D'abord, l'effet de localisation d'un Dirac. Alors, soit placé en t égale 0, soit placé en t égale t0. Commençons par le placer en t égale 0. L'effet de localisation, c'est le fait que quand vous multipliez une fonction x de t, un signal x de t quelconque, par delta t, c'est la même chose que de prendre delta t et de lui affecter une amplitude x de 0. On voit bien d'ailleurs que delta t multiplié par x de 0, c'est un Dirac, mais dont l'amplitude ne vaut plus 1, mais x de 0. C'est-à-dire que le fait de multiplier la fonction x de t, qui existe quel que soit t, par delta t, revient à en prélever la valeur simplement à l'instant t égale 0. C'est pour ça qu'on appelle ça l'effet de localisation. Alors c'était un Dirac en t égale 0, représenté ici sur le dessin. Maintenant, si à la place on met un Dirac, non pas en t égale 0, mais en t égale t0, ici, représenté, on va dire que c'est le Dirac de t moins t0, on aura l'égalité x de t multiplié par delta de t moins t0 égale non plus x de 0, mais x de t0 multiplié par delta de t moins t0. Voilà pour la première propriété. Deuxième propriété, ce qu'on appelle l'effet d'échantillonnage d'un Dirac dans une intégrale. Bien, c'est le fait que quand vous intégrez les deux membres ici de cette égalité, vous obtenez une nouvelle égalité qui est somme de moins l'infini à plus l'infini de x de t delta t égale x de 0 qui sort de l'intégrale, puisque c'est indépendant du temps, multiplié par somme de moins l'infini à plus l'infini de delta t, c'est-à-dire 1, en vertu, ici, de ce que l'air est égal à 1. Donc il reste x0 multiplié par 1, c'est-à-dire x0. C'est ce qu'on appelle l'effet d'échantillonnage. Si, à la place de prendre le Dirac au point t égale 0, on le prend au point t égale t0, c'est-à-dire si on intègre cette fois les deux membres de l'égalité qui est ici, on obtient de même somme de moins l'infini à plus l'infini de x de t delta de t moins t0 égale x de t0 multiplié par 1, c'est-à-dire x de t0. Voilà les deux propriétés du Dirac, effet de localisation et effet d'échantillonnage lorsque le Dirac se trouve dans une intégrale. Alors voyons maintenant l'échantillonnage idéal sous son aspect temporel. L'échantillonnage idéal au pas d'échantillonnage TE. On part d'un signal analogique, XA de t, dessiné ici, et pour l'échantillonner, nous allons utiliser la fonction peigne de Dirac, c'est-à-dire non pas une impulsion de Dirac seule au point t égale 0, mais une suite d'impulsions de Dirac placées aux différents instants d'échantillonnage, c'est-à-dire aux multiples de TE. Et donc, un peigne de Dirac, c'est une suite d'impulsions de Dirac, toutes d'amplitude 1, placées en NTE. Donc ça s'écrit mathématiquement. Alors on va le désigner par delta indice TE de t, en rappelant en indice ici la période d'échantillonnage. C'est le sigma, la somme, mais la somme discrète, sigma de n égale moins l'infini à plus l'infini de delta de t moins mte. C'est-à-dire c'est une somme d'impulsions placées, de Dirac placées au point NTE, somme lorsque n varie de 0, voire même de moins l'infini, ici, à plus l'infini. À noter que le terme générique delta de t moins mte représente un échantillon de valeur 1 placé à l'instant nt. Pour obtenir
une équation mathématique du signal échantillonné qu'on va noter xe de t, E comme échantillon, eh bien, il va suffire de faire le produit des deux signaux, c'est-à-dire du signal analogique xa de t, par le peigne de Dirac. On obtient ainsi xe de t égale xa de t multiplié par le peigne de Dirac, c'est-à-dire sigma de n égale moins l'infini à plus l'infini du terme générique, et le terme générique, c'est la énième impulsion ici, donc le énième échantillon, c'est x de nte en amplitude multiplié par un Dirac placé au point t égale nte, c'est-à-dire delta de t moins nte. Diapo 2.3, quelques rappels mathématiques sur le spectre d'un signal périodique et sur le peigne de Dirac. Rappelons d'abord que tout signal périodique a un développement en série de Fourier. Si j'appelle grand T la période du signal et grand F la fréquence fondamentale du développement en série de Fourier, T égale 1 sur F, et le développement en série de Fourier du signal x de t s'écrit x de t égale somme, ou plutôt sigma de moins l'infini à plus l'infini, sur l'indice n, d'un terme qui est une exponentielle complexe, dont le coefficient est grand xn, c'est un coefficient complexe, c'est le coefficient de Fourier complexe, de x de t, d'ordre n, multiplié par une exponentielle de 2 pi jn grand ft, ou encore, en remplaçant grand f par oméga sur 2pi, exponentielle de jn oméga t, où j est l'imaginaire pur. Donc ça, c'est le développement en série de Fourier complexe. Alors on pourrait lui associer un développement en série de Fourier réel, où il y aurait des coefficients an et bn, respectivement, avec des termes en cosinus n oméga t et sinus n oméga t. Et le coefficient de Fourier complexe d'ordre n est donné par l'intégrale qui est ici. T est donc la période du signal, et somme sur t signifie somme sur une période, soit de moins t sur 2 à plus t sur 2, soit de 0 à t. Somme de quoi? De x de t multiplié par la même exponentielle que là, mais avec le signe moins. C'est un peu le pendant de la formule de Fourier, de la transformée de Fourier. Le spectre du signal x de t, lorsque x de t est périodique, est défini par les coefficients de Fourier, ou encore par une transformée de Fourier. Simplement, comme le signal est périodique, sa transformée de Fourier x de f est discrète, c'est-à-dire formée en fait de raies, discrète sur l'axe des fréquences, discrète en f, c'est-à-dire formée en fait de raies spectrales. Raies spectrales pour f égale 0, grand F, 2F, 3F, 4F, et puis le symétrique pour les fréquences négatives. C'est-à-dire qu'on peut écrire le développement de Fourier sous la forme xf égale sigma de n égale moins l'infini à plus l'infini de xn, le coefficient de Fourier complexe, delta indice grand F, pour rappeler que la fréquence du fondamental est grand F, de petit f moins n fois grand F. Delta de petit f moins n grand F représente la énième raie spectrale. Or, ces raies sont décroissantes. Ils finissent par être décroissantes et par tendre vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Cas particulier de signal périodique, le peigne de Dirac. Le peigne temporel de Dirac, c'est-à-dire delta indice t0 de t, où t0 est l'espacement entre les dents du peigne, dans le domaine temporel. Eh bien, on démontre que la transformée de Fourier d'un peigne de Dirac est encore un peigne de Dirac. Donc, si je transforme par Fourier des raies temporelles, j'obtiens encore des raies spectrales. La différence, c'est que les raies spectrales sont espacées de 1 sur T0,
si les raies temporelles étaient espacées T0, et que l'amplitude de toutes les raies spectrales est la même et égale, non pas à 1, mais à 1 sur T0. La même chose que l'espacement des raies. C'est-à-dire que la transformée de Fourier d'un peigne de Dirac delta indice T0 de T, avec des dents espacées de T0, est un peigne de Dirac d'amplitude 1 sur T0, dont les raies spectrales sont espacées de 1 sur T0 également. Résultat qui est donc indiqué ici. Le spectre d'un train d'impulsion de Dirac de période T0 est de même nature et a pour amplitude et pour période 1 sur T0. Quelques autres rappels mathématiques qu'on pourrait laisser pour une deuxième lecture, donc que je vais me contenter de balayer très rapidement, et qui sont numérotés de 1 à 6. Première propriété, la première ligne ici est connue, c'est en fait, en quelque sorte, la définition de l'impulsion de Dirac. Delta t égale 0, sauf pour t égale 0, et somme de moins l'infini à plus l'infini de delta t dt égale 1. La deuxième propriété est une propriété qu'on pourrait qualifier de propriété d'homothétie. Delta de alpha t égale, alors c'est pas 1 sur alpha, c'est 1 sur module de alpha, multiplié par delta t. Ça, c'est la propriété 1. Propriété 2. L'impulsion de Dirac est la dérivée par rapport au temps de la fonction u de t. C'est quoi la fonction u de t? C'est la fonction échelon unité, qui vaut 0 pour t négatif et 1 pour t positif. C'est une fonction qui est donc constante, et égale soit à 0, soit à 1, suivant que t est négatif ou positif. Alors, comme elle est constante, sa dérivée est nulle partout. C'est bien précisément la propriété de delta t que d'être nulle partout. Il n'y a qu'en t égale 0 où il se passe quelque chose, puisqu'il y a un saut de 0 à 1 de la fonction u de t. Donc sa dérivée, elle est théoriquement infinie en ce point. Deuxième propriété, on l'a déjà vu, c'est l'effet de localisation. En t égale 0 ici, et en t égale t0 quelconque ici. Ce sera la propriété 3. La quatrième propriété, on l'a vu aussi, c'est l'effet d'échantillonnage dans une intégrale. Ici pour un Dirac en t égale 0, ici pour un Dirac en t égale t0. La cinquième propriété, c'est le fait que le Dirac est l'élément neutre du produit, pas du produit simple, mais du produit de convolution. Produit de convolution, donc de x par un Dirac, c'est la même chose que x. Et j'ai rappelé ici au milieu la définition du produit de convolution x convolution delta. Si delta est l'impulsion de Dirac, eh bien, ça donne x de t. C'était la propriété 5. Et dernière et sixième propriété, ce qu'on appelle la propriété de décalage temporel, c'est le fait que de faire le produit de convolution d'une fonction quelconque x de t par un Dirac placé au point t égale t0, c'est-à-dire par Dirac de t moins t0, donne x de t moins t0, c'est-à-dire le translaté de x, translaté d'une quantité d'un vecteur égal à t0. Voilà. Certaines de ces propriétés seront utiles, alors non pas pour faire des exercices, mais uniquement pour certaines démonstrations du cours. Autrement dit, il n'y a rien à savoir par cœur dans cette planche. Paragraphe 2.4 maintenant, le résultat essentiel de ce chapitre, qui est relatif au spectre d'un signal échantillonné. On va voir qu'il se produit un phénomène dit de périodisation. Nous indiquerons ici, dans cette planche, à gauche, les signaux dans le domaine du temps, et à droite ici, le spectre des signaux qui se trouvent à gauche. On va démarrer avec le signal analogique x1 de t, signal quelconque, dont le spectre, on fera quand même une hypothèse sur ce signal S1 de t, il est quelconque, mais on fera quand même une hypothèse que son spectre est borné. Ça veut dire que son spectre s'arrête ici à une certaine fréquence maximum, f indice grand M, fréquence maximum présente dans le spectre du signal S2. Pour ce qui concerne la forme du spectre entre 0 et Fm, elle est quelconque. Alors ici on l'a dessiné
un petit peu gaussienne là, mais en réalité elle est quelconque. Et on va d'ailleurs symboliser le spectre de ce signal SA de t par un dessin sous forme de rectangle, ce qui ne signifie pas que dans la réalité, le spectre croît linéairement de 0 à F1. Il est, je vous le répète, quelconque. Alors on a dessiné le signal SA de t, dessinons maintenant le signal échantillonné de SA de t. Si on échantillonne SA de t avec une période d'échantillonnage TE, on obtient le signal échantillonné représenté ici par un panne de Dirac, mais pondéré par la valeur des échantillons de SA de t. Et ce signal s'écrit signal échantillonné de t égale le signal SA de t multiplié par le panne d'impulsion des impulsions de Dirac, delta indice TE de t, panne de Dirac, de pas TE. Le panne de Dirac, c'est des Dirac qui ont tous pour amplitude 1, et le signal échantillonné, l'amplitude 1 est remplacée par l'amplitude du signal SA de t. Quel est, à droite ici, le spectre du signal échantillonné? Alors, on va faire la démonstration en prenant la transformée de Fourier des deux membres de l'égalité qui est ici. Ça donne SE de F, transformée de Fourier de SE de P, avec des majuscules pour les spectres, égale SA de F, majuscule A de F. Le produit simple se transforme par Fourier en produit de convolution, et le train d'impulsion de Dirac, le panne de Dirac, se transforme en un panne de Dirac, puisqu'on sait que la transformée de Fourier, on vient de le voir dans une propriété précédente, la transformée de Fourier d'un panne de Dirac est un panne de Dirac. Simplement, l'amplitude, c'est 1 sur TE, et l'espacement des raies, c'est 1 sur TE également. Continuons en remplaçant donc delta indice FE de F, ici, par 1 sur TE multiplié par les dents du peigne, ici, espacé de 1 sur TE, c'est-à-dire Dirac de F moins K sur T, où K varie de moins l'infini à plus l'infini, pour bien sommer toutes les raies spectrales. Et pour terminer, appliquons la propriété 6 qu'on a vue dans la planche précédente, c'est-à-dire la propriété de translation. Le fait que faire le produit de convolution d'une fonction par un Dirac revient à translater la fonction autour du point sur lequel est placé le Dirac. Ça revient donc à prendre non pas SA de F, mais SA de F moins K sur T. SA de F moins K sur T. Et à faire la somme de tout ça de moins l'infini à plus l'infini. Parce que, alors pourquoi? Parce que ici, c'est la propriété que la somme est associative par rapport au produit de convolution. Donc, faire le produit de convolution d'une somme, ça revient à faire la somme des produits de convolution. La somme des produits de convolution, et le produit de convolution, c'est le translater, en vertu de la propriété 6 précédente, de SA de F autour de F égale K sur TE. Donc SA de F moins K sur T. Alors pour bien comprendre ce résultat, qui est absolument fondamental, on va le représenter par un dessin. En dessous, ici. Qu'est-ce qu'elle m'indique, cette formule? Elle m'indique que le spectre du signal échantillonné est formé d'une somme de termes, somme sur K. Donc on va commencer par K égale 0, K égale 1, K égale 2, etc. et puis les valeurs négatives. Pour K égale 0, qu'est-ce que j'ai? J'ai SA de F, qui a été multiplié par 1 sur TE. Donc au coefficient 1 sur TE près, je retrouve ici, pour K égale 0, le spectre du signal SA de F, représenté symboliquement par un triangle entre 0 et Fm,
puis la même chose en symétrique entre 0 et moins Fn. Donc, ici, teinté en bleu, on retrouve le spectre du signal initial. Donc dans le signal échantillonné, dans le spectre du signal échantillonné, j'ai d'abord le spectre du signal initial. Mais j'ai également, pour chaque valeur de K, qui s'y rajoute, le translaté correspondant à K égale 1 du spectre du signal initial. Alors pour K égale 1, c'est le translaté d'une quantité 1 sur TE. 1 sur TE égale FE. Donc le translaté autour de FE du spectre initial, qui est représenté ici. On peut associer la valeur K égale moins 1, on a donc également la valeur symétrique de l'autre côté, c'est-à-dire le translaté autour de moins FE. Puis ensuite, pour K égale 2, puisqu'on somme de moins l'infini à plus l'infini, on a encore, ici, un translaté, mais cette fois autour de 2 FE, plus, etc., autour de 3 FE, autour de 4 FE, etc. On arrive donc à ce résultat important que le spectre du signal échantillonné est formé du spectre du signal initial, plus les images translatées de ce spectre autour de FE, 2 FE, 3 FE, et pareil pour les fréquences négatives. Ce que l'on peut énoncer de la façon suivante, échantillonné dans le domaine du temps, je suis à gauche. Ici. Le signal SA de T au pas TE, c'est faire le produit par le peigne de Dirac du signal SA de T. Faire ceci dans le domaine du temps revient dans le domaine spectral à périodiser le spectre à la fréquence FE égale 1 sur TE. C'est-à-dire à créer des duplicata autour des fréquences K et FE, autour des multiples de FE, du spectre du signal initial. Il n'y a pas seulement le spectre de base, il y a également toutes les répliques périodisées autour de FE, 2 FE, etc., et la partie symétrique du côté négatif. Ce résultat sur le spectre d'un signal échantillonné est absolument fondamental. C'est en particulier sur lui que s'appuie le fameux théorème de Shannon, qui est la base de l'échantillonnage. 5 à 10 minutes de pause à présent pour les commentaires et les questions, avant d'aborder la dernière section de ce cours, relative à la reconstruction du signal analogique, c'est-à-dire théorème de Shannon, et aux aspects pratiques de l'échantillonnage.